Le prochain dossier porte sur la guerre de 100 ans, les clés d'une révolution militaire. Alors, c'est un concept qui a été lancé par des historiens britanniques, une première fois en 1955 par un certain Michael Roberts, qui a été repris plus de 30 ans après par un autre historien britannique qui s'appelle Geoffrey Parker, dont l'ouvrage majeur « La Révolution militaire et l'essor de l'Occident » 1500-1800 a d'ailleurs été, chose rare, mais qui mérite du coup d'être signalé, a été traduit en français et publié aux éditions Gallimard, dans une collection prestigieuse d'ailleurs, la Bibliothèque des Histoires. Bon, Geoffrey Parker reprend la thèse de Roberts et la développe en disant qu'il s'est produit à ce qu'on appelle l'époque moderne chez les historiens, c'est-à-dire celle qui va de la Renaissance à la Révolution française, à ne pas confondre avec l'histoire contemporaine, s'est produit pendant cette période ce qu'il appelle une révolution militaire, c'est-à-dire un changement complet des moyens et des paradigmes de l'art de la guerre en Occident, mais également du même coup dans le reste du monde, puisque ça correspond également à la période historique pendant laquelle l'Occident se lance à la conquête, à l'exploration et à la conquête du reste de la planète. Vous dites cette révolution militaire est née avec les temps modernes, or nous titrons sur la guerre de 100 ans. Voilà. Quid? Eh bien, il se trouve que cette question de la révolution militaire, et donc la thèse lancée par Parker, a immédiatement produit tout un débat chez les historiens, même plusieurs débats, quelquefois même des débats assez âpres, notamment avec l'autre Britannique Jeremy Black, etc., etc. Bon, tout un tas de débats, certains disant non, il n'y a pas eu une révolution militaire, d'autres disant oui, mais la révolution militaire, elle s'est passée non pas pendant la période que dit Parker, mais juste après, d'autres encore disant non, elle s'est produite juste avant, d'autres disant oui, Parker, pour lui, le centre de cette révolution militaire, l'élément le plus important, c'est la question des nouvelles fortifications, de ce qu'on appelle la trace italienne. Alors, contre Parker, il y en a qui se sont dit non, c'est pas la question de la trace italienne et de la fortification, c'est la question de l'artillerie. Enfin, tout un tas de débats, tous plus intéressants les uns que les autres, d'ailleurs, même si effectivement, vu de l'extérieur, ils peuvent apparaître un peu byzantins et ennuyeux, tout un tas de débats sur cette question de la révolution militaire. Peut-être pour être un peu plus concret, et comme nous le faisons dans le dossier, pouvez-vous dresser rapidement deux tableaux de l'art militaire au tout début de la guerre de 100 ans, donc au début du XIVe siècle, et à son extrême fin, c'est-à-dire vers le deuxième tiers du XVe siècle. Alors, en fait, cette guerre de 100 ans représente la dernière étape, la dernière phase de l'étape précédente. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait... De l'étape précédente, la révolution militaire. Voilà, parce qu'en fait, je vais avoir l'air de ne pas répondre directement à votre question, mais ça va être une réponse en direct. Parce que le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que Parker a produit son hypothèse. En fait, maintenant, on peut en faire la synthèse de la thèse de Parker, mais également de ses contradicteurs. Et la synthèse, elle tient en plusieurs points. C'est que d'une part, on continue à parler de révolution militaire par commodité de langage, mais qu'en fait le terme qui s'appliquerait mieux que celui de révolution, c'est le terme de mutation militaire. Et deuxièmement, que c'est une période qui s'étale sur une durée de temps assez longue, sur plusieurs siècles, et qu'en réalité, Parker a à la fois tort et raison. Il a raison en ce sens qu'effectivement les 16e, 17e siècles représentent le moment, si l'on peut dire, parce que parler de 2 siècles comme étant un moment, c'est toujours, ça peut choquer, mais c'est quand même le moment du basculement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 siècles précédents, c'est-à-dire les 14e et 15e, sont les 2 siècles durant lesquels se produit la première phase préparatoire de cette mutation militaire. Et cette première phase préparatoire, elle va consister dans l'apparition en Europe occidentale et centrale de 2 nouveaux outils qui vont être l'un technique, l'arme à feu, essentiellement l'artillerie, arme à feu collective, et deuxièmement un outil militaire qui cette fois-ci n'est pas technologique mais purement tactique, qui s'appelle l'infanterie. Parce que l'infanterie,
qui était l'arme reine dans l'Antiquité, a quasiment disparu en tant qu'arme reine. Elle a continué à exister, mais c'était une arme secondaire, pendant la première partie du Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du XIVe siècle, l'infanterie, en Europe occidentale et centrale, renaît à la faveur essentiellement de luttes sociales et politiques, qui sont liées à tout un tas d'autres facteurs externes aux questions strictement militaires, et que, au début de la guerre de 100 ans, cette infanterie, elle a déjà commencé à apparaître en Europe. Et elle a déjà commencé à faire parler d'elle, si l'on peut dire. Mais la guerre de 100 ans va achever de la consacrer, en quelque sorte, comme arme majeure de la guerre de 100 ans. Au détriment de la cavalerie lourde. Au détriment de cette cavalerie lourde, terriblement spéciale, parce qu'en même temps elle est connotée socialement et économiquement, c'est pas simplement un objet tactique. Oui, les nobiliaires dans son C'est ça, c'est que la chevalerie, c'est une cavalerie lourde, plus, si j'ose dire, c'est un concept socio-tactique, si l'on peut dire. Hein. Alors, pour nous borner aux tactiques, cette cavalerie lourde, elle prend une gifle terrible pendant la guerre de 100 ans. Ah bah oui, face aux archers anglais, qui possèdent une arme égalisatrice, un petit peu comme on dira qu'au XIXe siècle, dans le Far West, le Colt 45 est une arme égalisatrice. Possède une arme égalisatrice extraordinaire, que le longbow, ou l'arc long, qu'ils ont eux-mêmes emprunté, que les Anglais ont eux-mêmes emprunté et amélioré à partir de l'arc des montagnards gallois, qu'ils ont conquis 2 siècles auparavant. Alors attendez, si la réapparition historique de l'infanterie semble profiter à certaines parties du peuple, à qui profite l'apparition de l'artillerie? L'artillerie va profiter à l'apparition de l'État. L'artillerie est une émanation de l'État. De l'État du roi. De l'État du roi. Parce que l'artillerie, d'abord, ça coûte très cher. Et même les grands nobles ne peuvent plus se la payer. Deuxièmement... Sa possession est devenue un attribut régalien. Voilà, c'est un attribut régalien et c'est pas un hasard si 3 siècles plus tard, Louis XIV fera graver sur ses canons « Ultima ratio regum », le dernier argument des rois. Donc, d'une part, ça coûte très cher. Deuxièmement, ça implique des structures très lourdes en amont, qui sont des structures industrielles. Il faut maîtriser toute une filière. Il faut maîtriser toute une filière à la fois métallurgique, minière, chimique. Transformation chimique, etc. Le transport, l'armement. Le transport, etc. Parce que le moindre canon nécessite quelquefois plusieurs dizaines de chevaux ou de bœufs. C'est extrêmement lourd. Qu'est-ce que ça implique en amont encore? Ça implique que l'État crée un système fiscal efficace pour prélever suffisamment d'argent dans le pays pour pouvoir se payer cet outil, ce joujou formidable. Donc, à partir de là, qui dit système fiscal dit la naissance d'une bureaucratie, d'une administration lourde, étendue et efficace. L'État, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui, y compris avec son administration, son appareil d'État, eh bien l'appareil d'État est né pour des raisons militaires essentiellement pendant cette fin du Moyen-Âge et pour des raisons qui étaient se payer une artillerie et l'entretenir. Et puis dernière chose qui joue en faveur de l'État, grâce à cette artillerie, c'est que l'artillerie elle permet de mettre à bas les murailles des châteaux forts. Or, donc d'une pierre deux coups là. On fait le roi fait d'une pierre deux coups. Il affaiblit à tous les niveaux le pouvoir des féodaux qui, en France, depuis des siècles, étaient le contrepoids majeur au pouvoir du roi. Et là, les féodaux ne peuvent même plus se réfugier derrière leurs murailles, comme ils le faisaient auparavant. Ils se réfugiaient dans leur château fort quand un seigneur féodal quelconque était en désaccord avec le roi, il se réfugiait derrière les murailles de son château fort, et il faisait un grand pied de nez aux autorités royales, et puis il fallait aller le chercher. Là maintenant, le roi avec l'artillerie peut venir les chercher. Et effectivement, les murailles des châteaux forts vont tomber les unes après les autres, au sens propre comme au sens figuré. Laurent Henninger, je vous remercie d'avoir bien voulu être le maître d'œuvre de ce dossier. Merci. Numéro 10 de Guerres et Histoires.